oui. Eh bien, notre invité témoin du jour a le nom d'un grand peintre du XVIe siècle. Il est d'origine française, ça on l'a déjà dit. Il est aussi cuisinier et chef restaurateur. Quesnel François est avec nous. François Quesnel, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Ça va? Votre accueil, très bien. La chaleur, Torride. l'hospitalité ivoirienne. Absolument, à quoi bas. Alors, dans un premier temps, je vais rappeler le thème français d'origine, Français d'origine, je ne regrette pas d'avoir quitté mon pays. Depuis combien de temps avez-vous décidé de vous expatrier? 12 juillet 2013. 12 juillet 2013. Ça fait presque 2 ans et demi révolus. D'accord, donc bientôt 3 ans. Oui. Alors, c'était la première fois? Oui, c'était la première fois, mon premier contact avec l'Afrique. Oui, Donc, et non des moindres, puisque je suis encore là, donc ça me plaît. Voilà, ça fait 3 ans que je suis dans ce pays. Et c'était quoi les raisons? Les raisons étaient multiples, mais d'une part, je suis restaurateur et cuisinier, donc je suis un transformateur de matières premières. Et en France, quand vous êtes restaurateur, vous ne pouvez plus faire grand-chose vous-même. Donc ça m'a un peu énervé et j'ai dit, j'ai l'opportunité de partir dans un pays… Quand vous dites vous ne pouvez plus faire grand-chose vous-même, ça veut dire quoi? C'est l'importance prise par les vétérinaires dans la production dans les restaurants en France. C'est-à-dire qu'il y a un tel contrôle que vous ne pouvez plus faire la gastronomie que vous voulez et les recettes que vous voulez parce que vous êtes contrôlé et ça ne devient pas possible. Mais il y a quand même des conditions à remplir. Je veux dire que c'est vrai que là-bas, les gens sont très regardants sur les règles d'hygiène, sur les conditions dans lesquelles vous faites la restauration. Mais en même temps, c'est pour des raisons de santé. Oui, oui, non mais ça c'est indiscutable et c'est bien, mais c'est surtout sur le plan créatif et du fait maison. C'est-à-dire que quand vous êtes à 100% et que vous faites vous-même les préparations, pâté, terrine, rillettes, foie gras, vous avez un tel poids de contrôle sur vous que vous ne pouvez plus les faire et que vous pouvez tomber sur le coup de la loi rien que parce que vous faites des choses maison. Donc j'ai décidé d'aller dans un pays où ce sujet était aussi très différent et où ma créativité, à partir de toutes les matières premières que je pouvais trouver, pouvait s'exprimer. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire? Ben, la Côte d'Ivoire, c'était un choix parce que ma compagne était ivoirienne, donc j'entendais déjà parler de la Côte d'Ivoire. Moi, en plus, la Côte d'Ivoire, pour un Français, même s'il ne la connaît pas, c'est un peu une deuxième terre, si j'ose dire, parce que c'est quand même… Le pays colonisateur? Oui, enfin, je ne sais pas, je rentre pas dans ces considérations-là, parce que pour moi, je n'avais pas ce… C'est quand même une réalité, hein, en fait, qu'on ne va pas nier. Oui, bah oui, c'est sûr, oui, que c'était francophone, sinon je ne serais pas là. Donc voilà, enfin, c'est vrai que vu de France, le fait déjà que ce soit francophone facilite les choses. Et au-delà de ça, c'est vrai, quand vous êtes un peu humaniste et que vous voulez voir des choses différentes, vous allez facilement, en effet, dans un pays où tout est à faire. Et à l'époque, c'était le cas, et c'est encore le cas, il y a beaucoup d'opportunités et d'échanges à avoir. Mais est-ce que vous n'aviez pas d'appréhension avant de venir? C'est vrai que votre femme, c'était quand même un atout majeur, que votre femme soit africaine et de surcroît ivoirienne. Mais avant de venir, est-ce que vous n'aviez pas des appréhensions? Non, pas du tout. Non, non. C'était quoi l'image que vous faisiez? Je n'avais pas d'idée préconçue sur ça, mais j'avais beaucoup d'Ivoiriens autour de moi, puisque je vivais avec ma femme depuis un certain temps et que tous les amis qu'on avait étaient Ivoiriens. Donc, je veux dire, le passage d'un groupe ivoirien autour du restaurant et de ma vie à Paris, à la Côte d'Ivoire, s'est fait de façon très naturelle. Et de toute façon, les Ivoiriens, le regard et le reflet, l'image que me donnait la Côte d'Ivoire à travers les Ivoiriens était très bonne et elle est celle que j'avais à Paris, de gens très gentils, très ouverts. Et absolument pas sans arrière-pensée. En gros, vous vivez déjà presque en Côte d'Ivoire sans y être. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je dansais déjà, je faisais beaucoup de choses ivoiriennes déjà, même à Paris. D'accord. Est-ce que cette expatriation… Je parlais de la danse. Hein. Pardon? Je parlais des danses. On est d'accord. Hein, c'est ça? J'ai pas bien saisi. Non, je disais, je faisais déjà beaucoup de choses ivoiriennes à Paris. Telles que les danses? Bien sûr. On va vous mettre à l'épreuve. Oui, il n'y a pas de problème. Allez-y, on y là. va. Philo, vas-y, chante quelque chose. Vous voulez quelle danse par exemple? Zouglou, coupé décalé. Est-ce que vous voulez du rythme? Boloy.
Si vous voulez. Bon, décalé, on va commencer par le on va faire du boleuil. Qui dit Non, non. C'est pas grave. C'est pas grave, du rythme. Allez-y, faites face à la caméra. Allez. Allez, Philo, vas-y. Des applaudissements. C'est un peu rapide, hein. Eh oui. C'est le djembé. Ok. C'est pas très Sympathique sensuel. en tout cas. François. C'est pas très sensuel. Hein. C'est un peu robotique. On est loin des formes et de la sensualité de l'Afrique. Mais nous, on n'est même pas étonnés. Hein. Ah bon? Non. On n'est pas du tout danse, étonnés. quand Mais même. quand même, vous vous défendez très bien, il faut oui, le j'ai pris dire. beaucoup de leçons dans les maquis. Ah, d'accord. Alors, comme je demandais, est-ce que cette expatriation a été préparée ou ça a été sur un coup de tête? Vous vous êtes dit, il faut que je vienne à l'aventure. Et je sais que la Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Non, ça faisait longtemps que je voulais partir de France. Hum. Mais alors, je le répète, quand vous êtes professionnel et que vous ne pouvez pas exercer votre profession telle que vous l'entendez, il y a un moment où vous prenez des décisions. Et là, vous arrivez en Côte d'Ivoire. L'intégration se fait comment? Et qu'est-ce que vous décidez d'exercer comme activité? En fait, je suis arrivé sans travail puisque j'ai revendu mon restaurant à Paris. Donc, j'ai tout de suite proposé des formations et je suis parti sous le soleil, venant de France et ne connaissant absolument pas l'Afrique. Alors, au début, c'était « et le blanc, et le blanc, et le blanc ». Et j'étais à Treichville et j'étais partout et je déambulais partout courageusement pour proposer mes formations en restauration. Et j'entendais que ça, mais c'était il y a 3 ans et demi. Et qu'est-ce que ça vous faisait? Bon, c'était un peu énervant à force parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire d'il y a 3 ans et demi n'est pas celle d'aujourd'hui. Elle a quand même beaucoup évolué. Il y a 3 ans et demi, elle sortait de convulsions compliquées et donc c'est vrai que le fait de s'immerger comme ça de façon naturelle, et puis c'était un peu animal, c'est-à-dire que moi-même j'étais tellement bouleversé par tout ce que je voyais que finalement les gens me renvoyaient ce bouleversement. Maintenant, je mange un tiep au marché de Belleville et personne ne me dit rien, il y a maman qui m'en sert et elle me sert du mon coup. Donc c'était aussi une réaction des autres par rapport à mon propre état. Voilà, bon, maintenant j'ai évolué. Mais néanmoins, c'est vrai, je m'étais marié sur une coutume apollonienne et j'étais tellement énervé à un moment que je l'avais mis sur mon téléphone et je leur disais « Regarde, le blanc n'est pas blanc » et j'étais tout en apollonien pour leur dire « Mais arrêtez de parler de couleur, on n'en a rien à faire ». Est-ce que vous aviez en ce moment-là, je veux dire, l'impression de vivre un peu la même chose? Parce que je sais, le racisme est un fait, peut-être qu'on le vit de diverses manières, puisque vous étiez marié à une Ivoirienne, à une femme apollonienne, comme vous le dites là-bas. Vous avez déjà été victime de racisme par rapport à votre femme et vous arrivez ici, on vous dit le blanc, et vous êtes obligé de démontrer que oui, enfin, le blanc, c'est pas du racisme, parce que c'était fait par des enfants de la rue. J'ai jamais eu une altercation d'un adulte qui, de façon comme ça, intrinsèque, vous dit le blanc par rapport au noir. Mais je veux dire, c'est parce qu'il y avait peu de blancs encore à l'époque qui circulaient de façon aussi intrusive que moi. Moi, je vais partout, je mangeais du choukouya à Treichville. Pour moi, il n'y avait aucun problème. Et puisque ça constituait une gêne pour vous? Oui, c'était compliqué parce qu'autant, paradoxalement, à Paris, j'étais souvent avec plein d'Africains et c'était quelque chose qui ne se posait pas, alors que là, j'étais vraiment un étranger, mais c'était plutôt ma différence. Quand je dis, ce n'est pas une différence de peau, c'est une différence surtout d'état psychologique. Et j'étais tout nouveau et les gens étaient tout nouveaux. Mais par exemple, maintenant, j'habite dans un village plus éloigné qu'Abidjan. J'ai encore des enfants qui me disent « Eh, le blanc !» Ils me disent « Blof, ouais, blof, ouais !» au passage. Et donc, c'est encore une réalité. Et c'est quoi le village, le nom du village? C'est Yaou, près de Benoît. Ok. Voilà. Et Yaou, moi j'étais aussi à Dabou il y a 3 ans et je suis allé dans le marché couvert. J'étais en short et les gens m'ont renvoyé ma blanchitude d'une façon extraordinaire. Et là, les mômes font encore ça. Alors du coup, j'ai décidé de m'intégrer. J'ai pilé le foutou. Ah d'accord. Waouh! Ça veut dire que vous connaissez ça? Oui, ça a été grillé tendrement sur la braise. Tout à fait. Et vous connaissez, vous avez déjà... Non, mais si vous faites le foutu, c'est que vous mangez. Ça, voilà. Non, mais non, ne faites pas truc, c'est notre frère, il est avec nous. Ça, allez, prends ça, Joe, prends ça. Oh. Prends ça. Voilà, Joe, prends ça. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai envie de savoir, je veux savoir votre point de vue, franchement, sur l'immigration.
parce que Caroline, elle a parlé d'expatriation tout à l'heure, parce que nous, quand nos frères vont là-bas, on parle d'immigration. Quand vous venez, c'est pas... Bon, quel est votre point de vue sur l'immigration? C'est un vaste sujet. Moi, je suis un immigré puisque je ne suis pas de la nationalité du pays dans lequel je suis. Généralement, les immigrés vont dans un autre pays pour des raisons économiques ou, en ce moment, c'est d'actualité politique. Moi, ce n'était pas mon cas. Moi, je suis tombé amoureux de l'Afrique. Je suis allé en Afrique, mais j'étais quelque part aussi, j'avais mes raisons aussi à moi de partir de France, puisque je ne pouvais pas exercer mon métier comme je voulais. Et que c'est vrai qu'en France, il y a une forme d'hypocrisie aussi par rapport à l'étranger. Et on est en train d'en parler tout le temps. On voit l'attitude des différents pays européens par rapport à l'arrivée des Syriens actuellement. Et toute cette actualité qui est brûlante montre en effet la réaction et le sentiment national de chaque pays par rapport à l'arrivée de l'autre. Pour moi, ça n'a rien à voir. Mon expatriation, mon immigration, elle est pas économique, elle est plutôt humaniste, entre guillemets. C'est-à-dire que ça m'intéresse de partager des expériences avec les autres. Ça m'intéresse surtout de pouvoir construire une histoire que je n'aurais pas pu construire en France, parce qu'en France, tout est fait. Et que si vous voulez faire quelque chose, vous êtes obligé de le faire de façon officielle, donc dans un carcan économique, pas possible. Ici, je développe plein d'activités et je m'exprime beaucoup plus sur le plan créatif et entrepreneurial. Justement, c'est donc l'occasion pour nous de revenir sur vos différentes activités, parce que quand vous arrivez, vous travaillez d'abord dans 5 restaurants avant de mettre sur pied le vôtre. Oui, c'est ça, oui. Oui, ben, enfin, j'étais cuisinier-restaurateur, donc les patrons d'Abidjan ont fait appel à moi, soit en tant que chef cuisinier, soit directeur d'établissement pour gérer les restaurants. Et puis petit à petit, en fait, ce qui m'a choqué en arrivant en Côte d'Ivoire, c'était d'une part le chômage des gens et la perte de dignité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite profondément choqué. J'avais des gens qui étaient mes égaux, entre guillemets, en termes de ressenti, de dignité humaine, mais qui étaient dans un état de désœuvrement et de décrépitude morale absolue. Je répète, c'était il y a 3 ans et demi, les choses ont changé, il y a encore beaucoup de soucis. Donc ça, c'est un premier point qui m'a beaucoup touché. Le deuxième point, c'était en tant que cuisinier de voir autant de matières premières qui n'étaient pas mises en valeur. Et ça me choquait en me disant, mais c'est pas possible. Il y a plein de fruits, il y a plein de légumes, et finalement, la transformation de tous ces éléments-là ne se fait pas sur une technologie internationale pour faire des confitures ou d'autres choses. Donc ça a très vite mûri dans mon esprit, parce que je suis cuisinier, de transformer ces matières premières et de faire des produits avec les produits de base des matières premières ivoiriennes. On peut avoir une idée des différentes matières premières que vous utilisez? En fait, j'ai développé une ligne d'épicerie fine. Donc, épicerie fine, c'est des produits d'excellence en termes gastronomiques qui comportent des eaux de vie, des liqueurs, au sens liqueur international. Donc, c'est des macérations de fruits environ à 25 degrés qui peuvent être mélangées dans d'autres boissons. On fait des confitures, des chutneys, des ratatouilles, des gammes salées, des poudres de piment, des poudres de piment condimentaires. Donc, on est en train de démarrer toute une gamme d'épiceries qui peut être utilisée soit pour les professionnels, soit par les particuliers aussi. Moi, je suis quand même, je ne dirais pas impressionnée, mais touchée par votre témoignage, parce qu'on se rend bien compte qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains qui décident de quitter leur pays, souvent au risque de leur vie, comme je l'ai dit à l'entame de cette émission, pour aller en Europe. Pour eux, l'Eldorado, c'est l'Europe. Pourtant, vous venez, vous abandonnez tout dans votre pays. La Côte d'Ivoire n'est pas votre premier pays, peut-être votre pays d'adoption maintenant. Et vous arrivez à vous réaliser. Vous vous rendez compte qu'il y a de la matière première que vous transformez. Je veux dire, qu'est-ce que vous pensez de cette attitude? Qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes-là? Ou qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est compliqué. La question est un peu gênante. Non, mais c'est compliqué parce qu'en effet, les choses ne sont pas comparables. Moi, j'avais des savoir-faire qui ont été scolarisés et dictés avec beaucoup de formation dans un pays qui donne de la formation pour ensuite l'appliquer dans un pays où il n'y avait pas encore ces métiers-là et par contre des matières premières qui n'avaient pas été mises en valeur. Bon, à l'inverse, les jeunes qui veulent aller là-bas, ce sont souvent des gens désœuvrés qui n'ont pas forcément le background pour s'intégrer. Bon, ceci dit, c'est vrai que... Est-ce que vous pensez que c'est l'ignorance qui les pousse à y aller, puisque les conditions de vie là-bas sont quand même un peu très difficiles? Oui, elles sont compliquées, mais c'est vrai qu'avec le développement, c'est le développement économique de la Côte d'Ivoire qui va rééquilibrer ces choses-là. C'est-à-dire que le fait d'avoir le développement
de travail, d'une offre économique à travers les artisans, les chefs d'entreprise, qui va faire en sorte de pouvoir donner de l'espoir aux gens. En l'occurrence, dans mes activités, j'ai environ 8 personnes autour de moi qui, et j'en ai fait un point d'honneur, n'avaient pas de travail quand je les ai trouvés. Je les ai formés à ces nouveaux métiers et on est en train de construire un petit groupe, on va dire, enfin un groupe au sens économique et au sens humain du terme, avec des gens qui en effet n'avaient pas de travail, mais qui étaient portés par des valeurs qui sont celles de l'artisanat, celles de l'humanisme, d'apprendre des choses et de les mettre en avant. Mais il faut un vecteur pour ça. Je veux dire, c'est facile pour moi de le dire parce que j'avais la culture et le savoir-faire pour le faire. Alors, je vais revenir un peu sur ce que vous dites, parce que moi, je trouve qu'il y a quand même un petit contraste entre le fait que vous arriviez en Côte d'Ivoire et que vous arriviez à vous réaliser. Je sais qu'avant de vous lancer dans cette histoire d'épicerie fine, vous aviez un établissement hôtelier, c'est ça? À Paris, j'avais un restaurant, oui. Et donc, dès que vous êtes arrivé à Abidjan, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis rentré dans tous les restaurants pour leur proposer de la formation. D'accord. Donc, en gros, ce que vous dites, c'est que vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous arrivez à vous réaliser. Par contre, une personne qui est déjà dans ce pays-là a plus de difficultés à se réaliser. C'est un peu ambigu pour moi. Ce n'est pas ambigu parce que je veux dire, les propos ne sont pas comparables. Je veux dire, on ne peut pas me comparer moi avec le background que j'ai et également même les moyens financiers que j'ai venant de France par rapport à quelqu'un qui est ici et qui va se réaliser. La réalisation, elle est à la fois économique, elle est à la fois au niveau de votre capacité de niveau d'études, de niveau de compréhension de l'économie. Donc il y a des tas de gens qui se réalisent ici, Dieu merci, tous les jours. Il y en a d'autres qui espèrent trouver autre chose ailleurs. Donc je ne sais pas, enfin, bon, moi je ne suis pas tellement... je suis un peu embêté par votre question parce que... Non, formation en fait. Plus simplement, vous avez un certain âge. Quand on parle de personnes qui veulent se réaliser, ça dépend déjà de la tranche d'âge dans laquelle elles sont, la formation qu'elles ont reçue et ce qu'elles ont à offrir aujourd'hui à un employeur, à quelqu'un. C'est pour ça qu'on a peut-être été plus... un profil comme le vôtre intéresserait plus qu'un autre profil qui a moins de formation ou quelqu'un qui part d'ici avec une formation qui est plus minime ou équivalente, qui va arriver là-bas. Il y a une saturation du travail, je pense, au niveau de l'Europe. Et c'est pour ça que l'Afrique aujourd'hui est l'Eldorado. Je pense personnellement que l'Afrique est l'Eldorado aujourd'hui. Oui. C'est ici qu'on a des choses à réaliser. En Europe, c'est saturé et aujourd'hui, là-bas, la formation n'est plus un bagage pour le travail. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire quand même. Il y a beaucoup à faire. On a des ressources, comme il a dit, et seulement on ne les exploite pas parce qu'on n'a pas l'information adéquate. Voilà. Comment lui, il arrive, par exemple, à utiliser le gingembre pour en faire de la liqueur? Donc déjà, c'est de faire beaucoup de recherches, c'est de se former. On peut le faire ici. On n'est pas contre le fait d'aller à l'aventure, d'aller voir ailleurs, d'aller avoir de nouvelles expériences ailleurs, mais on est contre le fait d'y aller au risque de sa vie. En fait, ce que je veux rajouter en fait, dans les propos, ce qui me dérange véritablement, c'est comme si j'entends un peu comme si on n'a pas eu de formation de l'extérieur, c'est difficile de se réaliser. Alors que moi, je suis d'accord pour les idées. Peut-être que les gens ne creusent pas assez loin pour pouvoir développer certaines idées ici. Mais je pense que quelqu'un qui est ici avec une formation, en partant d'ici, en regardant, en faisant attention à ce qu'il y a autour de lui, peut quand même réussir à faire quelque chose. Vous avez dit avec une formation. Or, la principale problématique pour les chefs d'entreprise, quelle que soit leur provenance, c'est justement la formation de leurs salariés. Vous avez dit se former ici dès lors qu'on a une formation. Donc dès lors qu'on arrive à une formation, bien évidemment qu'on peut se développer ici. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens ici qui n'ont pas pu, et notamment les moins de 35 ans, ont été largués par les années qui viennent de se passer et ont des gros problèmes de formation et de professionnalisation. Moi, mon écueil en Côte d'Ivoire en tant que chef d'entreprise, ce n'est pas l'argent, c'est le matériel humain. C'est la capacité à trouver des gens qui sont capables de s'inscrire dans un projet, d'écouter, d'écrire, de prendre des notes et d'être capable, quand on leur a dit 3 fois les choses, de les refaire. Donc c'est un problème de formation et nous ne pourrons, je dis nous comme si j'étais ivoirien, nous ne pourrons développer la Côte d'Ivoire que par la formation. Il n'y a pas d'autre choix. Et en effet, ceux qui partent, c'est ceux qui ne s'inscrivent pas dans un profil économique, a fortiori, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais c'est souvent lié parce qu'ils n'ont pas eu de formation, et donc vont faire des métiers que les gens là-bas ne veulent plus faire. Alors, est-ce que vous vous sentez mieux en Côte d'Ivoire que dans votre pays, puisque vous dites que vous n'avez aucun regret?
Oui, je me sens mieux parce que, d'une part, les gens sont beaucoup plus souriants ici qu'à Paris et qu'en France. Il y a une raison simple, c'est que je crois que la population française gagne 3 mois d'espérance de vie par an et les hommes sont à 80 ans en espérance de vie et les femmes à 83. Ici, c'est 47. Je crois que 70% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Donc c'est un creuset de jeunesse, on parle de l'Afrique par sa jeunesse. C'est vrai qu'il y a une jeunesse absolument qui est fabuleuse ici et moi je me suis pris le métro dans la gueule. Enfin, c'est une image. Je suis rentré dans le métro il y a 3 mois dans Paris et les gens étaient comme ça, faisaient tous la gueule, ils étaient habillés en gris. Et quand je vais ici, tout le monde me sourit avec les dents blanches sur la peau noire qui est magnifique. Et donc, vous leur amenez l'ascenseur, vous souriez aussi? Oui, bah moi, je suis complètement décalé maintenant. Je suis décalé par rapport à ma propre famille, je suis décalé par rapport à tous les autres. Les seuls qui me comprennent, c'est ceux qui ont déjà habité dans un autre pays. C'est-à-dire quand vous quittez votre pays, vous quittez le cercle familial, mais vous quittez aussi quelque part l'identité. C'est un peu comme quelqu'un qui part d'un village d'ici. D'ailleurs, il est même renié quelquefois. Donc on a la même chose chez nous. Mais moi, ce qui m'étonne beaucoup, en effet, vous savez que la France, c'est le premier consommateur d'anxiolytiques au monde. Et les gens font la gueule là-bas grave des... Grave des... Mal grave. Là, c'est la totale. Là, c'est la totale. Il a intégré, là. C'est vrai que, je vais savoir un peu, c'est vrai que vous n'avez aucun regret, mais si vous deviez regretter quelque chose, ce serait quoi, par exemple? De France? Non, d'être ici. S'il y avait quelque chose à changer D'ici? Ouais. dans votre parcours. Je sais pas, j'en sais rien. Je regrette jamais mes décisions, donc non, j'ai rien à ajouter. Rien. Alors, rien du tout. Merci beaucoup. On a terminé. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Il y a beaucoup d'enseignements quand même à retenir. Oui, mais la formation et la passation du savoir. Formez-vous, vous qui êtes tous les jeunes de derrière. Et voilà, merci infiniment. Nous avons pris un immense plaisir à échanger avec vous. Vous avez insisté donc sur la formation et nous insistons encore pour dire que la Côte d'Ivoire est un beau et bon pays. Il y a du travail, c'est à nous de pouvoir le développer. Quelqu'un d'autre ne le ferait pas à notre place. Frottons-nous à ceux qui ont de l'expérience et avançons. Notre invité surprise est dans les coulisses, Monsieur François Quesnel. Merci encore d'avoir été des nôtres. Merci encore. Merci. On va se retrouver dans quelques instants et ce sera juste après la pub.